20 février, 4 mars, premier convoi des scouts de la région de Cluse à Kiev en Ukraine. 2 semi-remorques chargées de 20 tonnes de lait Nestlé, médicaments et vivres divers. Après avoir traversé l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, le sud de la Pologne, nous voici à la frontière Pologne-Russie. Les douaniers sont plutôt amicaux. Et après une attente de 3-4 heures, nous faisons nos premiers kilomètres en terre ukrainienne. L'Ukraine, 604 000 km², une des républiques fédérées de l'URSS, est baignée au sud par la mer Noire et la mer d'Azov. C'est en même temps une importante région industrielle et commerciale et le grenier à blé de l'URSS, du moins avant Tchernobyl. Nous sommes surpris de voir qu'en face de nous, une file de voitures s'allonge sur 2 ou 3 kilomètres. C'est arrivé à Kiev que nous apprendrons que les Russes vont vendre leurs bijoux en Pologne pour acheter de la nourriture. Nous traversons un premier village, une première ville. La route, quoique large, est dégradée par le gel. Des trous énormes qu'il faut éviter quand on le peut. Mais nous voici à Kiev le dimanche matin. Une personne interpellée nous conduira avec force sourire à Caritas, une maison sociale située dans une communauté polonaise, Energopol. Nous faisons alors connaissance avec un jeune Allemand qui parle français et qui semble responsable de cette association. Mais très vite, en discutant, nous comprenons que cette Caritas-ci est plutôt opposée à tout ce qui est religion, catholique en particulier. Petovska, à l'adresse du Carmel provisoire, où nous retrouvons Mère Madeleine de Lublin et Sœur Marie-Céline de Cracovie qui parlent français. Sœur Anna est occupée à la chapelle. Ce Carmel est un presbytère que le Père Crapane leur a laissé en attendant que leur Carmel soit construit en face sur un terrain de 3 hectares donné par l'hôpital voisin. Construction qui sera en bois pour limiter les frais. Ergopol qui doit s'en charger. Le permis de construire a déjà été obtenu. Quant à son financement, les religieuses comptent sur l'Occident. Les religieux sont arrivés à Kiev le 3 février 1991 sur la demande du Père Crapane, dont je vais vous parler, avec l'accord du gouvernement afin de venir en aide aux enfants de Tchernobyl. Elles ont un visa de 2 ans avec promesse de prolongation de 7 ans. Le Père Crapane, prêtre depuis 27 ans, était curé plus ou moins clandestinement dans le nord de la Russie. Or, les catholiques de Kiev demandèrent dans les années 80 à l'évêque de Riga, capitale de la Lettonie, où se trouve un séminaire, de leur donner un prêtre. L'évêque désigna le Père Crapane, qui eut alors la permission de réunir les catholiques 2 jours par mois. Évidemment, il passa outre, ce qui lui valut en 85 d'être déplacé dans le nord de la Russie, car il était surveillé. Une trappe dans son presbytère nous montre l'endroit où il se cachait. Après l'accident de Tchernobyl, beaucoup de gens quittèrent la région et tous les prêtres orthodoxes s'en allèrent. Les gens avaient peur. Le gouvernement de Kiev rappela le Père Crapane pour les tranquilliser. Il se réinstalla donc dans sa maison et réclama une église. Depuis 1937, il n'y avait aucune église catholique ouverte en Ukraine. En septembre 90, avec le Père Georges, jeune prêtre ukrainien,
Ils décident de célébrer la messe en plein air devant Saint-Alexandre, seule église catholique non détruite sur 33, mais encore interdite. Ils recommencent 2 à 3 fois par mois. En décembre, un dimanche avant Noël, il fait très froid, il neige. L'hôtel est tout blanc. L'assistance est impressionnante. Adultes et enfants sont à genoux pendant 1 heure dans la neige. Il y a des étrangers avec des appareils photo. Est-ce ce qui va provoquer le déclic? En janvier, nouvelle messe en plein air, mais peu après, à une nouvelle réclamation du père Crapane, l'église leur est donnée dans l'état où elle se trouve. Des toilettes malodorantes sont installées à l'endroit exact où était l'hôtel. 4 étages ont été construits pour aménager des salles de sport. Néanmoins, sous la coupole, le père Crapane et le père Georges installent une chapelle provisoire où les fidèles peuvent dorénavant se réunir en attendant les travaux de réfection qui doivent commencer début mars. Dès qu'il a pris possession de l'église, le père Crapane avertit la municipalité que des carmélites polonaises vont venir à Kiev pour aider les enfants de Tchernobyl. La municipalité consent. Nous visitons le jardin dans lequel se dresse une croix, lieu de rassemblement des chrétiens pour une messe célébrant dernièrement le millénaire du baptême de Kiev. Un puits alimente la maison en eau de source, alors que partout ailleurs, la population boit l'eau polluée du Dniepr, principale rivière de Kiev. Par ailleurs, des tas de planches et de tôles déposées dans le jardin nous font demander aux sœurs s'ils sont destinés à la construction du Carmel. Mais non, ils sont stockés là en prévision de la reconstruction de l'église Saint-Alexandre. Ce même soir, le père Georges viendra nous chercher pour nous présenter au père Crapane et nous faire visiter la chapelle de Saint-Alexandre. Les religieuses nous ont présenté Madame Antonina, vice-présidente de Caritas et Misericordia, cette association créée à Kiev pour venir en aide aux enfants de Tchernobyl. Nous décidons du rendez-vous du lendemain pour le déchargement du camion. Certains membres du personnel et des malades nous aident. Et au fur et à mesure que la salle se remplit de farine, riz, potage, conserve, huile, chocolat, biscuits, biberons, jouets, médicaments, l'euphorie gagne tout le monde. Alors que la directrice de l'hôpital supervise avec Madame Antonina. Quant aux douaniers et contrôleurs, après avoir inspecté certaines denrées, ils ressortent avec de grands sourires.
Bientôt le Renault est déchargé et nous gagnons avec le Mercedes un autre dépôt situé en dehors de l'enceinte de l'hôpital afin de décharger le lait réservé aux enfants hospitalisés dans des maisons spécialisées. Des militaires sont venus en renfort et la ronde des colis reprend sous la surveillance attentive de Madame Antonina. Le plus gros du lait est déchargé dans le dépôt. Le reste sur des camions qui l'emporteront directement dans les maisons des enfants malades. Коверкою, заводы гонят прочь, цыганскою венгеркою встречает табор ночь. Больно сердце мучает, гоняя грусть и гнев, начиная Une institutrice dont la classe se trouve en face de l'hôpital obtient quelques boîtes de lait et fait visiter à Bernard et Christophe sa classe maternelle. Все громче, все быстрей, пляши, моя цыганочка, пляши, все Le lendemain, nous terminons de décharger le lait sur un camion civil. Celui-ci ira directement dans une maison d'enfants malades que nous pourrons visiter bientôt. Kiev, berceau de l'État russe, fut habité dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. La grande principauté de Kiev fut fondée en 862 et vers 990, la majeure partie du peuple fut convertie à la religion chrétienne, principalement par des missionnaires byzantins. Centre intellectuel prestigieux, elle devint en 1917 la capitale de l'éphémère République d'Ukraine. Nous faisons un rapide tour de ville car la nuit tombe. Peuplée de 3 millions d'habitants, elle est bâtie sur les rives du Dniepr. À cet endroit, le fleuve est très large et reçoit les eaux de son affluent, la Desna. Nous admirons la cathédrale Sainte-Sophie du XIe siècle et XVIIIe siècle, superbe avec ses mosaïques et peintures byzantines. Dans la ville, d'imposantes constructions témoignent de la vie culturelle kievienne. Le théâtre, l'opéra, le musée central de Lénine, le palais de la culture, l'Arc de Triomphe, monument érigé lors du rattachement de l'Ukraine à la Russie. Nous sommes à la chapelle du Carmel où Sœur Marie-Céline va nous donner un message pour la France. Grâce à Dieu, les 3 sœurs carmélites polonaises, nous sommes bienvenues à Kiev pour prier pour l'Ukraine, pour les victimes de Tchernobyl, pour toute la Russie. 2 sœurs encore de la Pologne vont nous rejoindre dans 2 ou 3 mois. Parce que nous ne sommes pas ici si longtemps, nous ne savons pas tous les problèmes de ce pays et de ces nombreux problèmes de ce peuple tellement éprouvés. Malgré toutes les difficultés que nous trouvons ici, nous espérons vivre à Kiev avec ces gens qui étaient obligés de supporter les persécutions et les nombreuses épreuves à cause des situations, systèmes politiques et puis à cause de l'accident de Tchernobyl. Au dimanche dernier, les scouts de Cluse, nos fidèles amis français, sont venus chez nous en apportant l'aide humanitaire pour les enfants de Tchernobyl. Nous sommes bien touchés de les voir ici et nous admirons le dévouement. Au nom de nos amis russes, surtout au nom des enfants de Tchernobyl et leurs familles,
Je voudrais remercier surtout M. Antoine, au scout et tous les Français qui ont pris la charge de préparer ce transport et cette aide humanitaire. Particulièrement, nous remercions la maison Nestlé pour donner le lait, le potage, du chocolat, des biscuits, etc. Et encore le transport maison Mobalpa. Nous vous sommes très, très reconnaissantes. Nous prions pour vous. Nous vous assurons que votre sacrifice et votre fatigue n'est pas en vain. Ces dons sont destinés aux enfants de Tchernobyl. Votre bonté touche beaucoup les cœurs de ces gens. Souvent, ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un inconnu fait quelque chose de bon pour les autres. Nous espérons que cela peut ouvrir leur cœur pour la grâce de la foi. Priez pour la Russie, priez pour nous, pour que nous puissions accomplir notre mission carmélitaine. Nous croyons que la solidarité internationale permettra de garder la paix sur le monde entier et puisse être un moyen pour faire avancer la fraternité dans le monde et la compréhension entre les hommes. Nous comptons beaucoup sur la prière de nos sœurs carmélites françaises. Priez pour nos sœurs. Nous sommes bien unis avec vous dans la prière. Le Père Nagorny, président de Caritas et Miséricordia, nous remercie également de l'aide apportée. Nous voici dans un sanatorium qui abrite 150 enfants malades et retombés de Tchernobyl. Madame Antonina nous présente la directrice. Elle nous montre des lames agrandies de sang normal et de sang d'enfants leucémiques. Le 25 avril 1986, l'Ukraine était le grenier de la patrie. Le 26 avril, à 1h25 du matin, c'est l'horreur. Le cœur du réacteur à uranium graphite de la 4e tranche des travaux explose. Un nuage atomique de 50 tonnes de combustible nucléaire est expulsé dans l'atmosphère. Emporté par le vent, il prend la direction nord-ouest vers la Biélorussie et les républiques baltes. C'est l'équivalent de 10 bombes d'Hiroshima sans les effets immédiats. 700 tonnes de graphite radioactif et 70 tonnes d'autres combustibles se déposent autour de la centrale. Dès 1986, il faut interrompre 1 millier de grossesses parmi les femmes de la ville de Pripyat. En 86-87, des dizaines de milliers de jeunes qui ont travaillé au déblayage de la centrale sont morts contaminés par les radiations. Plus les années passent, plus les cancers se multiplient, glandes thyroïdes, organes génitaux, de même que les leucémies et maladies des surrénales, diabète. Les adolescents perdent la vue. La mortalité augmente, la natalité baisse. Car depuis l'accident, mettre un enfant au monde, c'est prendre une très grave responsabilité. En 90, la zone de rayonnement au-dessus du réacteur atteint encore 1000 Röntgen à l'heure. La décision est alors prise, avec 4 ans de retard, d'évacuer une partie de la population de Kiev et de Jytomyr. Nous voici dans un dortoir d'enfants malades.
quittons la Russie en laissant un peuple marqué dans sa chair et ayant à faire face à de multiples difficultés morales, politiques, matérielles. En effet, les salaires sont très insuffisants. Ils correspondent en fait au prix de la nourriture. Et il faut payer son loyer, ses charges, se vêtir, se chausser, se soigner. Les magasins sont le plus souvent vides. Les arrivages sont très irréguliers. Des queues de 50 à 100 mètres se voient alors couramment. Ce convoi pour Kiev était le premier. Il sera suivi rapidement d'autres, car nous ne pouvons oublier ces enfants et ces adultes pour qui cette aide est d'un grand secours et témoigne d'un geste de fraternité de la part de la France. Eu digo bravo, chaque fois une terre, viver ça aqui. Merci grand-mère, parce que nous fait ça. Dimanche 17 février 91, l'équipe d'Annecy de l'entraide internationale des scouts de la région de Cluse s'envole pour Haïti. Une nuit d'escale à Miami, après l'opulence et la richesse de la canne américaine, l'équipe gagnera en 1h45 de vol Port-au-Prince, capitale de l'État d'Haïti, pays classé comme l'un des plus pauvres du monde. La République haïtienne, avec 27 750 km², occupe le tiers occidental de l'île de Saint-Domingue, dont la République dominicaine occupe le reste. Au nord, l'océan Atlantique. Au sud, la mer des Caraïbes. Elle est séparée de Cuba par le canal du Vent. Haïti compterait actuellement 6 millions d'habitants, dont plus de 90% de Noirs et moins de 10% de mulâtres. Une densité globale de 180 habitants au kilomètre carré ne donne pas une image exacte du peuplement de l'île, où près d'1 million d'habitants s'entassent dans la capitale, Port-au-Prince. Le groupe se rend dès son arrivée au Carmel de Piétonville, banlieue de la capitale. Il s'agit de considérer avec les sœurs les modalités de réception et de distribution du conteneur envoyé du Havre par bateau en janvier. Le groupe découvre la vie grouillante de Port-au-Prince. Les nombreux commerces qui bordent les rues, la circulation anarchique des véhicules, les tap-tap, camionnettes utilisées comme taxi avec leurs couleurs vives qui s'arrêtent à tout moment.
les panneaux publicitaires, au port, les bateaux s'élancent pour la pêche, bien que les eaux du littoral soient peu poissonneuses. Nous sommes frappés par l'insalubrité qui règne partout. Près des bidonvilles, nous voyons les enfants s'amuser à côté des détritus et des cochons ou se laver dans les flaques d'eau croupissantes. Nous allons visiter pour commencer l'orphelinat tenu par les sœurs de Mère Teresa. Il accueille une centaine d'enfants de 0 à 6 ans. Ces enfants ont des problèmes de malnutrition, de sida, de tuberculose. Avec une équipe de bénévoles, ces religieuses s'occupent aussi d'un mouroir où, par respect, nous n'avons pas filmé. L'école Notre-Dame du Sacré-Cœur est tenue par les Sœurs de la Sagesse. Cette congrégation comprend 105 sœurs sur Haïti. À Haïti, moins de 50% des enfants sont scolarisés. Ce n'est pas le désir qui manque aux parents, mais les moyens. Pratiquement toutes les écoles sont privées. Les parents doivent payer les frais de scolarité, les fournitures, les uniformes. Bravo. C'est bien, travaillez bien.
ensemble parce que les gros, ils peuvent plus manger après. Mangez, mangez. Un quartier assez pauvre. Assez pauvre. Et voyez les gens. Ils sont trop. On ne peut pas passer. Parfois, on ne peut pas passer. Quand on vient de la ville, impossible de circuler normalement. Impossible. C'est quel quartier? Ici, c'est Rue des Remparts, La Saline. Je crois que c'est là qu'il y a beaucoup plus de monde qu'ailleurs. Alors, les enfants, c'est une chance qu'ils puissent aller dans votre école. Oui, oui. Autrement, ils ne seront pas scolarisés. Oui, mais un peu moins, comme on va dire. Et tous les enfants mangent à midi, là. Non, non, ils sont trop nombreux. Il y a l'école Sainte-Thérèse, c'est une œuvre spéciale à part. Ah oui, pour les vraiment Oui, oui. les démunis. Les démunis. Ils mangent. Le matin, on leur donne du lait à midi. Mais les autres, non, ils sont trop nombreux. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Ça fait quoi? Vous allez de l'autre côté. Nous partons pour Rivière-Froide, située à 15 km à l'est de Port-au-Prince, pour visiter une communauté haïtienne, les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ces religieuses consacrent leur vie à la promotion du paysan dans les régions les plus reculées. Leur action est diversifiée, écoles, dispensaires, orphelinats et surtout activités liées à la culture. Nous voyons ici une initiation à la lutte contre l'érosion. Nous travaillons surtout avec les paysans. Avec les paysans. Dans les mondes. Oui, oui, très bien. Ils cultivent quoi, alors? Dans les mondes, bon, ils cultivent le maïs, le millet, les pois, les vivres alimentaires et tout, mais qui ne produisent pas grand-chose à cause de l'agriculture qui n'est pas bien structurée. Parfois, ça dépend de la saison pluvieuse. Quand il pleut, la récolte en réussit, mais quand il ne pleut pas, ils cultivent la terre et ils ne récoltent rien. Par exemple, cette sœur travaille avec les paysans maintenant dans un projet d'encadrement des petits paysans des mondes. Elle en sait long, hein? Et vous faites aussi, en plus de l'école, vous faites aussi dispensaire? Oh oui. Dans toutes nos écoles, presque, il y a un dispensaire. La première session sur la conservation du sol, deuxième sur le compostage, puis l'application du compost, la fertilisation du sol, etc. Et puis tout, et la reconnaissance des différentes couches de terre, et puis qui sont propres à telle, quelles sont les cultures qui sont propres à chaque couche différente. Donc, et puis après ça, nous allons travailler encore sur l'élevage. Loin dans les mondes. 9 heures de temps à chevaux, à pied, etc. C'est toute une journée. Oui. Et après, on fait 9 heures à cheval pour y arriver. Par exemple, dans les hauteurs de la Haute-Tibonite, à Chéneau, Médor, Péroud, dans ces endroits-là, très reculés. Donc, nous passons parfois toute la journée à voyager. Et c'est bien, il y a beaucoup de monde. Mais oui, il y a beaucoup de monde dans la population quand on arrive. Le plus souvent, bon, nous sommes la seule congrégation à travailler avec les paysans exclusivement, là où il n'y a vraiment rien, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a aucun confort. Et nous essayons de travailler avec eux pour leur apprendre au moins à mieux vivre, à mieux utiliser ce qu'ils produisent, ce qu'ils ont à leur portée.
toujours à la forme négative. Mais on va ajouter non, d'accord? Tu viens petite, d'accord, ici. Edith est une fille, d'accord? Nous visitons le centre Saint-Vincent-de-Paul, situé dans la Cité Soleil. La Cité Soleil est un grand bidonville de 150 à 200 000 habitants. Ce centre s'adresse donc à des enfants très démunis. Cependant, nombre d'entre eux ne peuvent le fréquenter. Le centre propose une école primaire, une école secondaire, des ateliers d'apprentissage professionnel, travail du bois, du fer, couture, dactylographie, une bibliothèque très sommaire, une cantine qui accueille 400 élèves par jour et un centre de santé. Malveje fizin zepol, sin poko trepase, pita pitriso, pa vip konfou. Mal fini adieu, mal fini adieu, ne proche, mal fini adieu, nou pa peri, bon Dieu bon Dieu, nou pa peri, bon Dieu bon, mal fini adieu. Dispensaire Saint-Vincent-de-Paul, situé lui-même au cœur de la Cité Soleil, accueille chaque jour de nombreux patients. C'est bon Dieu seulement qui met la vie. C'est bon Dieu seulement qui baille la vie. De la Cité Soleil, nous avons le dispensaire. Là où vous êtes, c'est le dispensaire de Chapi. Nous recevons entre 400 et 500 patients chaque jour. Donc ça veut dire que nous avons de grands besoins en médicaments. Si vous voyez l'étalage, il n'y a pas beaucoup de médicaments parce que chaque jour, nous sommes obligés de desservir 500 à 600 patients. Donc nous serons toujours très contents de recevoir vos dons en médicaments parce que nous desservons une population très pauvre et vos dons seront vraiment les bienvenus. Nous nous rendons dans une léproserie située à Léogane, à 20 km à l'ouest de Port-au-Prince. Celle-ci est tenue par des religieuses canadiennes, missionnaires du Christ roi. Cette maladie-là, bon, vous commencez, on la découvre par une tâche. Alors, nous avons la clinique externe devant. À la salle aussi, on a des médecins qui viennent, des dermatologues. Nous avons un médecin chaque jour différent qui vient pendant 4 jours. Parce qu'il travaille pour Famille Péri à Port-au-Prince et dans les environs pour faire le dépistage. Donc, ils donnent une journée par semaine de leur temps pour venir dépister. Et en faisant la dermatologie, c'est comme ça, par exemple, si on voit une personne qui a une tache, comme celle-là, c'est un nouveau cas que vous voyez là, on regarde si la tache était sensible et on fait des tests aussi. On peut faire des tests dans les oreilles et faire une biopsie au niveau d'une des taches. Et c'est comme ça qu'on peut voir si le malade de la lèpre, même avant même qu'on fait des tests, parfois on voit tout de suite que c'est la maladie, mais c'est une tache insensible d'abord. Et ceux qui sont contagieux peuvent avoir des nodules. Monsieur Jean-Baptiste, tu peux venir. Alors lui, bon, ses nodules commencent à s'affaisser, mais on en voit un petit peu quand même ici, tout petit, là, parce que ça fait déjà plusieurs mois, peut-être 6 mois. Je ne sais pas si c'est opérable, mais vous voyez, c'est des mains comme ça qui sont ployées, fermées. Donc, ils peuvent faire un transfert de tendons. Si vraiment qu'il y a encore de la vie dans le nerf, parce que s'il n'y a pas de vie, on ne fait pas d'opération du tout. Alors, il se trouve à brancher sur chaque doigt. Il coupe le tendon en 4 et puis ça permet à faire bouger et à ouvrir les doigts. Tu vois? Vous allez prendre un corps. Où est-ce que la dame? Elle est partie. Madame qui est ici, là. Elle est arrivée, ça fait à peu près 3 semaines. Alors, on les garde 1 mois pour l'éducation. On ne s'est pas obligé de les garder, mais c'est pour les enseigner parce que parfois, ils ne comprennent pas la nécessité des médicaments. Même pour la prise de médicaments, il y a certains patients qui négligent, qui abandonnent, et c'est eux qui ont des dommages après. Mais si on leur explique, ils ne comprennent pas. Donc, en restant 1 mois, nous avons des miss, là, vous avez vu devant, qui viennent donner des cours et qui enseignent vraiment aux patients
la nécessité d'abord de prendre un médicament chaque jour, parce que parfois ils pensent qu'on s'en occupe pas parce que c'est pas des injections, c'est seulement boire un comprimé chaque jour ou bien deux. Alors on leur dit l'importance que c'est pas des piqûres, c'est pas d'autre chose que ça qui va les guérir, c'est surtout les comprimés de clofazimine avec la dapsone et les Mactam. Mais il n'y a pas d'autre chose. Les opérations, ça c'est pour ceux vraiment qui n'ont pas été dépistés à temps et qui ont des séquelles de la maladie. Mais ceux qui sont dépistés à temps n'ont pas besoin d'opération, c'est seulement des comprimés. Et au fur et à mesure, si la tache, disons ici par exemple, n'est pas tout à fait, les nerfs ne sont pas tout à fait détruits, mais la tache va là pigmenter. Pas totalement, mais quand même assez. Alors, dans un mois, elle, ça y fait déjà 3 semaines, elle est ici par exemple. Bon, c'est pas tout à fait, mais peut-être dans 6 mois, je dis pas qu'elle va être totalement comme ça, mais elle va être moins pire. Nous prenons la route d'Aquin, ville située à 150 km à l'ouest de Port-au-Prince, pour rendre visite à la famille de Lanner, haïtien qui réside au foyer Saint-Martin-de-Cluse depuis 2 ans et qui a dû quitter son pays pour des raisons politiques. Nous traversons des villages.
C'est bon secours pour te quitter pays. T'es haïtien, nous tous les jours payants. Pour te secours, pour ma perdu et la lumière de Dieu, c'est une belle chose. De servir le Seigneur, c'est une belle chose. De servir le Seigneur, c'est une belle chose. De servir le Seigneur, danse dans la lumière de Dieu. Allez, deux par deux. Oh, danse, danse, danse. Oh, danse dans la lumière. Oh, danse, danse, danse. Oh, danse dans la lumière. Oh, danse, danse, danse. Oh, danse dans la lumière. C'est une belle chose. De servir le Seigneur, c'est une belle chose. De servir le Seigneur, c'est une belle chose. Le père Aristide réside au palais présidentiel, devant lequel chaque jour de nombreux Haïtiens se groupent. Ils attendent de rencontrer leur président. Parce que Dieu t'aime, c'est l'esprit, Nous terminons notre séjour par une entrevue avec le ministre de la Planification. Pourquoi ne pas profiter et puis ensuite vous voir et puis... Parce que moi je crois beaucoup en la solidarité des peuples. Et tout ce que vous avez dit, c'est pour moi quelque chose qui va dans le sens de ce que j'ai vécu en exil, soit en Europe, et j'étais en Suisse, soit au Canada où j'ai enseigné. C'est une excellente chose que des jeunes soient en contact avec cette réalité du tiers-monde. Et quand ces jeunes sont des scouts, moi-même j'ai été scout, je trouve que c'est encore une façon de les rendre plus présents à la misère du monde, mais surtout de les rendre présents à la volonté des peuples de se libérer de toute forme d'aliénation et de toute forme d'oppression. Pour nous, avant tout, ce que je perçois, ce que je sens de ce que vous nous dites, c'est une solidarité politique. Et c'est avec cette solidarité-là qu'on va pouvoir aller de l'avant pour construire la société dont nous rêvons nous-mêmes avec votre concours. Et c'est d'autant plus important qu'actuellement, nous avons vécu au mois de décembre une expérience démocratique avec le concours de la société internationale, de la communauté internationale. Mais il faut que les gens comprennent aussi que le bulletin de vote peut avoir une incidence jusque et y compris dans leur assiette. Bien sûr, pour un temps encore, nous aurons besoin de la solidarité au niveau alimentaire. Mais je dis toujours, en reprenant une parole de l'Évangile, que le but de l'aide, c'est de disparaître. Vous aurez un succès au moment où nous n'aurons plus besoin de vous. Et à ce moment-là, n'est-ce pas, notre devoir à nous sera d'aller porter ce que nous avons reçu à d'autres qui seront encore dans le besoin. À la fois dans notre société que nous voudrons plus juste et plus équitable, mais aussi sur le plan international. C'est pour vous dire combien je suis content que vous soyez là, combien l'effort que vous faites pour moi, c'est un effort qui prend du sens. C'est pas seulement le transfert de lait, c'est pas seulement le transfert de Maggie, c'est le sens politique qui se trouve derrière tout ça. C'est le sens humain qui se trouve derrière tout ça. Et ça nous fait transcender toutes les barrières de race, de religion, de culture, pour nous permettre de nous retrouver dans ce qui fait fondamental notre condition humaine et pour les gens qui y croient, notre condition chrétienne.
Alors, je suis content que vous soyez là. Si j'avais plus de temps, je vous aurais invité à boire un verre. Durant notre séjour, nous avons résidé à la paroisse Saint-Gérard, tenue par une communauté de pères rédemptoristes, en majorité canadiens. Parmi eux, le père Dominique Joly, originaire d'Annecy. Leur mission principale est l'évangélisation auprès des pauvres et l'animation de la paroisse. Celle-ci regroupe 100 000 personnes. Chaque dimanche, l'une des 5 messes est animée par les jeunes. Ce jour-là, Radio Soleil assurait la retransmission en direct sur ses ondes. Durant notre séjour, nous avons été frappés par la pauvreté des habitations, les carences alimentaires dont souffrent bon nombre d'Haïtiens, l'insalubrité des rues, mais nous avons été aussi sensibles au courage du peuple haïtien, à son attachement au pays et à l'espoir qu'il met dans son nouveau président. Nous aussi, nous pouvons les aider.